Voilà, je suis avec Marc et Marie-Claire Olagnier, qui sont les propriétaires exploitants de la ferme des Clarines, dans laquelle nous nous trouvons. Et on va rapidement avoir quelques échanges et quelques questions pour commencer à nous raconter un petit peu l'histoire de cette ferme, puisque ça fait un peu plus de 40 ans aujourd'hui que vous êtes sur cette exploitation laitière bio. Alors ça a commencé comment? Eh bien, la ferme, l'origine de la ferme, elle est de 1684 en fait. Et c'est une ferme qui est familiale. Et donc, et dans les années 70, au début des pesticides qui arrivaient, des insecticides, des engrais chimiques, les parents se sont posés beaucoup de questions. En fait, on a traité 3 années, 3 hectares de céréales en désherbant, et puis un peu d'arbres fruitiers. Et puis on s'est vite rendu compte quand il y avait la tête de mort sur le bidon, et ben on a dit il vaut mieux semer la vie que la mort. Et là on est parti, on a continué pour beaucoup de terrains qui n'ont pas été traités chez nous. Et ben donc on est parti en agriculture biologique avec les conseils de le maire Boucher au départ. Et puis après qui s'est transformé en Nature et Progrès. Et au début, on était pris pour des farfelus parce qu'on traitait la nuit, on avait des bons rendements. Non, on ne traitait pas la nuit. Non, mais on était pris qu'on traitait la nuit, quoi. Les gens disaient qu'on traitait la nuit. Et vous ne croyez pas que vous aviez réussi à, ils croyaient pas que, à vous passer des pesticides? À nous passer des pesticides, quoi. Et du coup, dans les années 2000, ça a été un peu ce système-là. Et après... La demande des consommateurs, et puis les gens se posaient des questions un peu sur l'environnement, et le système agricole s'est un peu intéressé à l'agriculture biologique. Et c'est là qu'ils sont venus nous voir parce que on était les premiers et assez ouverts pour discuter. Donc les chambres d'agriculture sont venues avant d'engager des producteurs de lait dans la culture biologique, et ils se faisaient beaucoup de mauvais sang, les paysans, parce qu'ils n'avaient plus avoir de techniciens pour les épauler. Et en fait, il n'y a pas besoin de techniciens. En fait, en rendant les choses simples, en revenant à la simplicité, on résout beaucoup de problèmes. Et en fait, tous ceux qui sont passés en bio, en fait, ils ont tous retrouvé le sourire, donc ça marche. Et par rapport aux chambres d'agriculture, justement, vous avez été après impliqué dans l'association pour l'agriculture bio, ouais. L'ARDAB. Oui, c'est pas tout à fait vrai de dire qu'il n'y a pas besoin de techniciens, parce qu'il y a quand même besoin de formation en bio. C'est vrai que nous, on s'est formé un peu sur le tas, tout seul, et un peu avec l'expérience, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la formation était quand même intéressante, et notamment la formation entre agriculteurs. C'est par l'échange. Ouais. Et donc il y a une association qui s'est mise en place justement en 2000, je sais plus, dans les années 2000, ouais. Une association de producteurs bio. L'ARDAB. L'ARDAB, ouais. L'ARDAB a commencé avant, ouais. Parce que le CETA, avant l'ARDAB, c'était en 83. Oui, j'ai oublié la date. Mais voilà, l'idée c'était un échange entre producteurs bio et de la formation entre producteurs, et on faisait quand même intervenir des gens qui avaient des compétences sur des traitements vétérinaires alternatifs en homéopathie par exemple, parce que ça s'improvise pas non plus. Voilà, donc il y avait quand même des formations qui étaient organisées par l'ARDAB, par des échanges et par des intervenants compétents sur l'agriculture bio, quoi. Et c'est vrai que là ça a été un très bel échange qu'on a eu avec les nouveaux agriculteurs bio, et puis les anciens, parce qu'il y en avait quelques-uns aussi. Et ça a beaucoup fait progresser la bio, quoi, cette association-là. Ouais. Vous avez toujours été, parce que ce passage, souvent, ça a pu faire peur à l'agriculture conventionnelle, voilà, sur les questions des rendements, et ça a toujours été une activité qui était profitable, dont vous avez pu vivre. Bien sûr. Oui. Là, on n'a pas plus cher que les produits conventionnels. On a toujours priori, on a fait de façon à ce que le consommateur il puisse, on fait aussi encore aujourd'hui, qu'il puisse acheter du bio
sans payer beaucoup plus cher et même moins cher que du conventionnel dans les petites structures de vente, quoi. Donc cette démarche éthique, c'est ce qui vous a aussi amené à rencontrer d'autres acteurs militants, alors dans le monde de la bio, mais plus largement dans l'environnement. Sur le territoire, voilà, sur la commune et sur les communes autour, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément agriculteurs ou agriculteurs bio, mais qui étaient militants dans le domaine de l'environnement d'une façon générale. Et donc là, on a créé une autre association qui s'appelle ARP et qui implique des consommateurs pour le coup et des agriculteurs. Et ça a aussi créé une dynamique sur le territoire. Ça a permis à d'autres agriculteurs de se poser des questions parce qu'il y avait une demande des consommateurs. Et du coup, il y a eu des conversions en bio qui ont suivi. Ça, c'était sur la commune de Saint-Maurice. Pendant longtemps, on était 2 avec Michel Champagne. On a été tout seul au début, après 2 avec le cousin qui était venu voir les parents parce que les parents faisaient un peu de maraîchage. Ça, c'était en 85. Et aujourd'hui, on est une quinzaine, quoi. Donc, juste sur cette commune. Juste sur la commune de Saint-Maurice, ouais. Et ça représente quasi 50% de la surface agricole. D'accord, qui est passé en bio. Ouais. Pour nous aussi, donc, l'important, c'était d'associer le travail à la convivialité. Et c'est pour ça qu'on a fait des événements festifs dans les tables, comme le jazz à la ferme et au milieu des vaches. Et du coup, les gens ils s'y retrouvaient. C'était un moment de plaisir, un moment de détente. Et un moment où ils venaient se perdre au milieu, dans les tables. Et c'était des trucs inoubliables, quoi. Et puis après, comme les fêtes de l'été, les fêtes du mois de juillet, premier mercredi de juillet, on fait une fête. Au début avec ARP, ça a commencé par un marché. Et puis après, un marché. Et puis à la suite, il y avait un repas. On voulait refaire un peu comme c'est Christian qui avait amené l'idée dans l'Arzac, l'été, tous les mercredis, il y a à Montredon, un petit village des résistants du Larzac, là, qui font tous les mercredis de l'été, ils font un marché et un repas après, les gens mangent. Voilà. Alors on a voulu faire ça, on a essayé de transposer ça et ça marche bien et du coup il y a du monde et les gens, cette année on n'a pas pu le faire avec les événements sanitaires et les gens le réclament. Hein. Et oui, ça marche. Donc il y a tout cet échange culturel, alors à la fois avec des producteurs, puis avec des consommateurs. Ça a pris aussi une forme, puisqu'il y a un film donc en lien avec ARP, toujours l'association qui a réuni des producteurs, des consommateurs sur ce territoire. Ça a même abouti à la réalisation d'un film cofinancé par ARP et qui prend place un petit peu autour des clarines. Comment vous êtes arrivé à participer à ce film? Comment ça s'est passé? Le réalisateur habitait à côté de chez nous et faisait partie du réseau de ARP. Et voilà, il a eu envie de filmer un peu ce qui se passait ici et autour, quoi, avec d'autres personnes qui étaient militants dans le coin. Et voilà, donc un long métrage tourné en 2017 de façon complètement bénévole par toute une équipe de professionnels du cinéma, mais qui ont accepté de jouer le jeu et de faire ça de façon bénévole. Donc c'était une belle aventure qui se poursuit toujours par des diffusions dans pas mal de réseaux associatifs. Voilà. Les chemins de travers, c'est le travers. titre du film, Voilà. et qui servait aussi à montrer un petit peu les alternatives possibles qui sont présentes aux clarines. Donc ça, c'était un travail avec ARP, et dans les réalisations très concrètes avec ARP, il y a également eu finalement l'installation plus pérenne du marché. Création du marché en 2011. 2011. 14 mai 2011, le premier marché, à la ferme. Alors c'est vrai que nous, on avait déjà une vente à la ferme depuis longtemps,
qui existait. Donc on avait déjà un réseau de clientèle qui était présent. Et puis d'autres producteurs du coin avaient aussi leur réseau de clientèle. Et donc l'idée, voilà, ARP a proposé de réunir tout le monde au même endroit. Et voilà, après quelques recherches, finalement, ça a atterri sur la ferme. Au départ, il était prévu pour être... il était pensé, peut-être pas prévu, mais pensé pour être plutôt dans le village. Pour être dans le village. Oui. Et voilà, et bon, ça a été un peu compliqué avec la mairie. Qu'est-ce qui a été compliqué? La mairie voulait pas un marché spécifiquement bio, en fait. La mairie aurait préféré un marché mixte. Et l'idée de ARP, c'était vraiment de défendre un marché bio. Et voilà, donc du coup, on n'a pas réussi à trouver un accord avec la mairie. Et finalement, nous, on est resté sur notre idée de marché bio et on l'a fait sur la ferme. Mais ça nous arrangeait bien de le faire ici, pour nous. Nous, on n'avait pas été placés. Ah oui, du coup, oui, ça a ramené tout le monde ici. Et voilà, Et on puis- a commencé avec 6-7 producteurs en 2011. Et là, il y en a, quand tout le monde est là, il y en a 18, je crois. Bon, tout le monde n'est pas là toutes les semaines, mais je crois qu'il y a 18 producteurs. Et il y a eu beaucoup de... ça a aidé à l'installation de beaucoup de producteurs qui démarraient leur installation, soit qui démarraient en bio et qui ont pu commencer leur premier marché ici. Même en conversion, on les prenait même Voilà, en conversion pour déjà qu'ils se fassent encourager, puis qu'ils se fassent connaître. Et puis que les gens découvrent leurs produits Donc ça a pris une grosse déjà en ampleur. conversion. Et aujourd'hui, comment est décidé j'imagine que vous avez des sollicitations pour des personnes qui voudraient venir sur le marché. Oui. Comment ça se décide, même si cette question on l'abordera aussi avec d'autres producteurs qu'on va rencontrer par la suite, qui notamment vendent sur le marché. Oui. Comment est-ce que ça se décide, l'arrivée de nouveaux En producteurs? fait, il y a une commission marché qui regroupe les producteurs déjà présents et des consommateurs ou des membres de ARP. Et c'est cette commission-là qui discute des candidatures sur le marché et qui tranche. Donc voilà, c'est une décision collective des producteurs et de l'association. Aujourd'hui, est-ce que ça pourrait grandir encore un peu? Un petit peu, après on est quand même limité par l'espace. Même si cet été avec le confinement, avec le Covid, on a mis des stands sur le parking. Bon, ça perd en convivialité quand même, quoi, sur le parking. Mais voilà, en espace, on est quand même un peu limité, quoi. Là, je pense qu'on arrive à... Parce que le marché, c'est pas seulement une activité économique, mais c'est aussi C'est aussi un lieu de rencontre. Oui, parce que c'est important de faire voir aux consommateurs, aux clients, aux copains, que déjà d'aller sur une ferme, on se rend compte de la réalité. On voit déjà, il y a les animaux, puis on voit, si c'est pas fini d'installer, on voit les gens, ils voient qu'on s'active. C'est pas un marché tout fait, comme un carrefour, machin, quoi. Il y a du monde, et puis on essaye d'attirer les gens par des petits événements qui peuvent se faire, des petits changements, c'est pas toujours pareil. Et puis voilà, et les gens de toute façon ils sont contents de venir à la ferme, parce qu'en fait les gens qui arrivent, qui sont là, la plupart, tous ceux qu'on a pu discuter, qui sont pas trop pressés, ils disent que les aiguilles de la montre, elles ont l'impression de s'arrêter quand ils sont à la ferme, et voilà. Alors donc c'est preuve que... Et puis je pense que c'est important parce que l'être humain, il est né de la terre, et c'est important qu'ils viennent voir aux sources, qu'ils redécouvrent, et surtout les petits, qui redécouvrent ce que c'est un œuf, ce que c'est un litre de lait. Que le lait, il vient de la vache, il vient pas de la brique, mais il vient de la mamelle de la vache, et par ici, par ce biais, on va faire plus des amoureux de la terre, je pense. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne viendraient pas forcément au marché si ce marché-là était sur la place du village, quoi. Le fait que ça soit dans une ferme, ça crée une ambiance différente, quoi. Et il y a des gens qui nous disent, bon, effectivement, on vient de loin pour venir sur ce marché. Si c'était sur la place du village,
ça n'aurait pas le même intérêt, quoi. Et puis après, bon, l'association essaye aussi d'organiser des événements, des animations régulièrement sur l'année. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, des animations qui essayent justement de créer du lien entre les producteurs et les consommateurs, entre les consommateurs entre eux. On a la chance d'être sur une région où il y a quand même beaucoup de consommateurs. Entre Lyon et Compiègne, il y a du monde. Enfin, c'est une zone où il y a un potentiel de consommateurs. Et voilà. Et pour l'exploitation, est-ce que ça... donc ça a été utile parce qu'effectivement c'était plus facile, les consommateurs venaient et c'était plus simple. Est-ce qu'aujourd'hui ça amène des limites? Est-ce que vous voyez des limites à tous ces engagements? Est-ce que c'est plus compliqué pour votre travail de mener tout ça? Ou est-ce que c'est l'accomplissement, ce que vous souhaitiez obtenir de l'activité de La contrainte, c'est qu'il faut qu'on débarrasse le hangar tous les samedis, que le hangar soit libre tous les samedis pour le marché. Donc c'est vrai que c'est une contrainte pour l'activité agricole, quoi, parce que voilà, il faut débarrasser le hangar du matériel qui est présent dans la semaine, quoi. Donc c'est une contrainte. Et après, à côté de ça, il y a quand même beaucoup d'avantages, quoi. Tout ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, de faire venir des gens sur la ferme, de refaire un lien entre la vie agricole et les consommateurs, c'est positif. Super. Donc vous aviez déjà un point de vente dans la ferme, donc vous aviez des consommateurs qui venaient. L'arrivée du marché, est-ce que ça a changé le type de consommateurs qui ont pu arriver, que vous avez pu rencontrer? C'est des consommateurs qui viennent de plus loin, en fait. Le marché a amené des gens par la communication. Communication qui a été faite autour du marché, on a eu des clients qui viennent d'assez loin, quoi, qui viennent de... Puis c'est surtout le bouche à oreille qui a marché. Oui. Les cousins, les clients, ils emmenaient les produits, vu que c'est le samedi, ils allaient manger chez les cousins ou chez les copains de leur famille, même loin, ils parlaient du marché, en fait, c'était juste avant. Et du coup, ils faisaient goûter les produits. Et puis souvent maintenant, il y a des gens, avec les produits du marché, ils s'en servent de cadeaux. Ils ne vont pas acheter un bouquet de fleurs, ils vont acheter une tablette de chocolat décorée d'Élodie pour offrir. C'est un exemple, quoi. C'est vrai que oui, avant le marché, on avait plus une clientèle locale, nous, quoi. Et après, le marché a amené un peu différents types de clientèle, soit des gens, alors toujours des gens locaux, qui viennent parce que c'est à côté, aussi une clientèle qui vient de plus loin parce que c'est bio, des gens qui font 15-20 km pour venir parce que c'est un marché bio, et puis après des gens qui viennent parce que les produits leur plaisent, voilà, bio ou pas, il y a aussi des amateurs de bons produits qui viennent parce que les produits leur plaisent. Et les produits plus spécifiquement de la ferme, donc vous êtes sur une exploitation laitière, donc il y a du lait cru, des produits transformés à base de lait, donc des fromages blancs, un petit peu de viande aussi. Donc en plus de ces clients qui viennent au marché, vous avez quel autre débouché pour la ferme? Il y a 2 petits restaurants et 2 petites épiceries. Et les écoles du coin? La vente non, pas d'école. La vente au détail représente à peu près à la ferme 90% du chiffre d'affaires. D'accord. Et par rapport à l'exploitation, justement, ça représente combien de volume d'activité, alors en volume de lait, en surface? L'exploitation, elle a augmenté dans les années parce que quand je me suis installé, moi, quand j'ai commencé en 74, on avait 31 hectares. Et maintenant, on en a 75. Donc ça fait 2 fois et demi. Et en récupérant des terres agricoles qui étaient autour, en s'arrangeant avec les voisins. Et puis après, vu que moi je faisais des vaches, beaucoup de gens qui arrêtaient, ils m'ont laissé des prés, des pâturages le long des rivières, qui sont bénéfiques maintenant parce que c'est là que ça sèche le moins, quoi. Et avec ces 75 hectares, donc il se répartit 60 hectares d'herbe en prairie naturelle, pas retournée,
avec 35 espèces de plantes dans la prairie, qui se modifient avec la sécheresse, mais qui repoussent avec d'autres plantes qui vont s'adapter à la sécheresse sans labourer, sans faire aucun apport de graines supplémentaires. Parce que la terre, c'est un grenier. La terre, en fait, elle a une réserve de graines et elle peut s'adapter au climat qui va arriver. Et puis après, le reste, il y a 15 hectares de céréales. Les céréales, ils se composent d'1 hectare de blé ancien pour faire du pain, et puis 14 hectares de mélange céréalier qui sont pour les vaches, pour alimenter les vaches. Et puis cette paille, la paille des céréales, sert pour faire la litière des vaches l'hiver, et après qui est retournée en compost, qui est en fumier en compost pour répartir par les céréales. Et puis voilà. Après donc dans cette production, on fait des vaches laitières. Il y a à peu près 30 vaches laitières avec leurs veaux, parce qu'on a remis les veaux sous la mer dans les années 2012, tout de suite après le marché, pas beaucoup de temps après. Et avec ça, on a retrouvé l'équilibre, donc mère-enfant, et du coup, plus de problèmes sanitaires, parce que le veau est toujours avec sa mère. Donc, et puis après, donc, il y a 30 vaches laitières. Il y a à peu près 75 têtes de bétail entre les jeunes et les petits, parce que vu qu'on garde tout, aucun veau n'est vendu petit en fait. Et les veaux, en fait, ils sont vendus quand ils sont vendus, on en garde pour renouveler le troupeau. Et puis pour des taureaux, pour s'occuper des vaches, quoi. Et puis ils sont vendus quand la mère les veut plus, parce qu'ils ont 6-7 mois et ils ont assez de thé, et voilà. Et c'est moi qui les emmène à l'abattoir, et ils sont tués de suite quand ils arrivent à l'abattoir, qu'ils n'attendent pas à l'abattoir. Et toute la viande est vendue sur place aussi. Les veaux, les vaches transformées en steak haché. Tous les animaux qui sont nés sur la ferme sont vendus sur la ferme. Et ça représente combien de milliers de litres de lait par an ou alors là, par mois? La production transformée sur la ferme, c'est à peu près 30 000 litres de lait par an, avec le lait cru vendu. La production de lait qui est consommée par les veaux, c'est 110 000 litres. 110 000 litres de lait. Ça veut dire que le veau est prioritaire sur nous, en fait. C'est pour ça qu'il profite et qu'il est content. Et du coup, après, donc, vu que les veaux, ils têtent la mer, ils ont des gains de production très élevés, parce que c'est des vaches laitières qui ont du lait, et les veaux, ils têtent tout et ils mangent de l'herbe. Ils têtent à volonté, et du coup, ça fait des super veaux. Et puis, le bonheur est dans le pré, quoi.